Salut, c'est Stéphane Edouard. Alors aujourd'hui, j'ai 5 minutes pour vous, pour compléter mon analyse sur Christine Angot. Analyse sur Christine Angot qui a fait plus de 218 000 vues à l'instant où j'enregistre cette vidéo en 3 ou 4 jours. C'est manifestement que c'est un sujet brûlant, c'est un sujet qui vous a plu. Alors qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que c'est Christine comme personnage, comme écrivain, comme femme de télé, comme chroniqueuse qui vous a plu? Bon, j'ai un doute. Est-ce que c'est plutôt le fait de bénéficier d'une grille de lecture, d'une paire de lunettes sociologiques sur un fait d'actualité, sur quelque chose de brûlant, d'être en mesure de décoder quelque chose que vous avez lu dans les journaux et qui vous a inspiré un ressenti émotionnel tripal, mais que vous ne saviez peut-être pas interpréter? Je pense que c'est plutôt cela. Alors si j'ai raison, si mon hypothèse est que vous êtes friand d'avoir une paire de lunettes pour décoder ce que vous voyez dans les journaux, je vais vous en fournir une deuxième. Donc suite de la vidéo Christine Angot, vous avez eu une paire de lunettes sociologiques dans la vidéo numéro 1, dont je vous mets en coin d'écran un lien en résumé pour ceux qui ne vont pas cliquer sur le lien, ils auraient tort d'ailleurs. En résumé, nous avons assisté dans ce clash avec Sandrine Rousseau sur le plateau de Ruquier à un combat pour le mandat d'ambassadeur d'une communauté opprimée, car le statut actuellement d'ambassadeur ou de mandataire d'une communauté opprimée est le seul permettant de dépasser ce qu'on appelle la loudness war, la hausse du niveau de bruit médiatique ambiant quand on est dénué d'un autre talent objectif. Voilà. Quand on ne sait rien faire d'autre que chouiner et larmoyer, il faut jouer à celui qui a souffert le plus et qui surtout se permet de représenter une communauté qui ne lui a pas forcément réclamé. Voilà. Ça, c'est le résumé de ceux qui n'ont pas cliqué ici. Alors, dans cette deuxième vidéo, je vais maintenant vous proposer une lecture non plus sociologique, on l'a déjà fait, mais psychologique. C'est-à-dire comment une femme censée être au fait de la souffrance physique dans sa chair, de l'inceste et du viol, peut se permettre de manquer à ce point d'empathie pour une autre. Alors, j'ai fait une petite fiche car ce n'est pas compliqué, hein, rassurez-vous, c'est simplement ni complexe, c'est délicat et c'est précis. Je me suis fait une fiche, et pour ceux qui me demanderaient mes sources, car il y en a toujours, hein, quelles sont vos sources, il y en a toujours qui sont inaptes en fait, car ils n'ont pas fait d'études de sciences dures, ils sont inaptes à juger de la pertinence d'un raisonnement, ils ne savent en fait qu'additionner la quantité de sources. Eh bien mes sources sont à la fin de la vidéo, et elles sont également à côté de moi, donc restez jusqu'à la fin parce que ça va vous surprendre quand vous allez voir que ce que vous pensez être une analyse ultra dissidente est validé par le journal le plus féministe qui soit, et que je tiens là à côté de moi, que je vous montrerai dans quelques instants. Alors, l'analyse n'est pas dans le journal. Le journal publie un extrait d'un livre à sortir des éditions Payot, de 2 livres à sortir aux éditions Payot, dont je vous livrerai les détails tout à l'heure, et qui sont le témoignage d'une femme victime d'inceste. Alors, pourquoi l'absence d'empathie? En fait, il faut comprendre d'abord que le moment de la construction affective de l'enfance où se crée l'empathie, c'est quand l'enfant n'a pas de moi, c'est-à-dire quand il est suffisamment petit pour ne pas savoir qui il est, ce que les psychanalystes appellent ne pas avoir de moi constitué, donc 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a quasiment aucune mémoire sur cette époque de la vie, et vous ne vous souvenez de rien de ce qui s'est passé, ou quasiment rien, quand vous aviez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça commence vers 5 ou 6, donc on n'a pas de moi constitué à cette époque-là, et comme on n'a pas de moi constitué, moi, c'est l'autre. Hein, tous les pédopsychiatres, toutes les sages-femmes, tous les gens qui travaillent dans le monde de l'enfance savent très bien que les petits bébés sont à l'image de ce qu'ils perçoivent du foyer. Quand vous voyez un petit bébé ou un enfant en très bas âge hurler à la mort partout et se comporter de façon extrêmement anarchique et agressive, il est à l'image de ses parents et de ce qu'il perçoit et comprend du système d'acteurs qui l'entoure, c'est-à-dire en l'occurrence ses parents, sa famille, ses proches, ses frères, ses sœurs. Donc l'empathie ou l'absence d'empathie, plutôt l'absence d'empathie, donc l'absence d'empathie, c'est un dysfonctionnement d'embrayage entre moi et l'autre. C'est quand on est plus capable de lâcher, de laisser de côté son moi pour se mettre à la place de l'autre. Et on voit bien que l'absence, donc ce dysfonctionnement d'embrayage, c'est justement qu'à l'âge où est censé se construire l'empathie, un événement perturbateur, un événement extérieur a empêché cette construction normale.
Ce dysfonctionnement de l'embrayage, soit dit entre nous, est également ce qui pousse certaines victimes de violences à rationaliser par la suite la souffrance en s'en déclarant elles-mêmes coupables. Hein. C'est tout ce travail pervers d'autodestruction de la victime qui passe toute sa vie ensuite à se demander si elle ne l'a pas provoqué, si elle ne l'a pas cherché. Mais ça, c'est une parenthèse que nous fermons, ce n'est pas le sujet. Donc là, on a déjà compris pourquoi quelqu'un, enfin on est en train de comprendre déjà pourquoi quelqu'un qui a été victime de la pire des souffrances enfant, qui est l'inceste, et quelqu'un qui ensuite éprouvera les plus grandes difficultés à faire preuve d'empathie, fût-ce pour la même souffrance que la sienne. Car les violences ont pété, ont fait disjoncter le disjoncteur, évidemment, dans la petite enfance, qui aurait permis de construire une empathie saine, par saine dissociation de ce qui est moi et de ce qui est l'autre. 3 raisons pour lesquelles l'inceste est aussi destructeur. Premièrement, on a compris que dans le cadre d'une construction affective saine, il faut que l'autre soit bien extérieur, bien clair et bien défini. Mais comment, dans ce cas-là, comment externaliser l'autre, comment le définir comme une structure externe quand l'autre vient en soi et que l'autre c'est notre propre sang. Donc le problème, la tragédie, le triple drame de l'inceste, chapitre 1, c'est qu'il rend psychologiquement très difficile de définir l'autre quand l'autre c'est notre propre sang. Le deuxième drame, le deuxième volet de la dramatique trilogie de l'inceste, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, de détester l'autre, de détester celui qui nous a infligé ces sévices, car l'autre, c'est un de nos parents, en l'occurrence notre père dans le cas de Christine. Et le troisième volet de la tragédie de l'inceste, et là, alors là je sens que le ton va monter et que vous allez vous écharper dans les commentaires, mais je me protège avec les sources que je citerai dans un instant. Le troisième volet de la tragédie de l'inceste, c'est qu'il est possible pour la victime de ressentir du plaisir à si haute dose qu'ensuite, tout au long de sa vie entre guillemets normale, toute sexualité normée devienne décevante. Voilà. C'est la raison pour laquelle les victimes de ces vices adoptent des comportements sexuels déviants. C'est parce qu'en réalité, si on compare, si on fait toujours ce croisement science dure, science molle, qui est très pertinent pour les analyses, si la sexualité est la charge et la décharge d'une tension, comme un circuit électrique, on entend souvent parler de tension sexuelle, et en fait, c'est comme si le tabou suprême court-circuitait évidemment le circuit en infligeant au pauvre petit, à la victime, à l'enfant, des décharges si violentes et avec une récurrence si prononcée que même en le réinstallant adulte dans une sexualité normale, dans des schémas de rencontres de type normaux où un homme et une femme se croisent, se courtisent, échangent de la nourriture symbolique, un petit peu de boisson, des discussions et se défeuillent et s'effleurent progressivement, c'est tellement en dessous en termes d'intensité électrique par rapport à ce disjoncteur, à ce câble qui saute, quand on se fait pénétrer par quelqu'un qui est de son propre sang, qu'évidemment on s'emmerde toute sa vie, sauf à adopter des comportements sexuels les plus déviants possibles. Voilà. Mes sources maintenant, je tire cela, alors je ne peux pas le tirer d'un livre car le livre apparemment n'est pas encore sorti, mais je vous montre les extraits de ce livre, de 2 livres, voilà. Ces livres aux éditions Payot s'appellent Jour d'inceste et les fantômes de l'analyse. Les propos que je viens de tenir sont validés à 100%, y compris le plaisir à haute dose des victimes par le psychanalyste Bruno Clavier. Et je tiens ces sources d'un journal dont on ne pourra pas me dire qu'il est dissident ou antiféministe, puisque c'est Marie-Claire.